Bonjour à tous et à toutes. Donc, nous allons animer le second panel de ce jour qui va s'articuler autour des thèmes liés au fonds d'investissement et la gouvernance d'entreprise. Je suis Jean-Michel Camanan, directeur associé de Ouro Investment Partners, un fonds d'investissement basé en Afrique de l'Ouest, avec des bureaux à Lagos, Accra et Abidjan, qui investit dans des entreprises en Afrique subsaharienne. Donc, la gouvernance est un élément clé de la performance des entreprises. C'est un facteur d'autant plus important lorsque cette entreprise est financée par un fonds d'investissement. Elle offre un cadre d'élaboration et de suivi de l'implémentation de la stratégie de l'entreprise. Elle peut être très important, un levier très important de la création de valeur lorsqu'elle est mise en place et fonctionne correctement. À l'inverse, elle devient un énorme facteur de risque et bien souvent de conflit entre actionnaires si cette gouvernance-là est défaillante. Comment est-ce que les fonds d'investissement de différentes tailles abordent les questions liées à la gouvernance avant, pendant et à la fin de l'investissement? Comment est-ce que le fonctionnement des organes de gouvernance permet de prévenir et de régler les conflits potentiels entre actionnaires? Quels sont les principaux défis que nos panélistes ont rencontrés dans leur vaste expérience d'investisseurs sur les sujets liés à la gouvernance d'entreprise? Voici autant de sujets que ce panel va s'atteler à traiter. Nous avons en face de vous des panélistes qui couvrent assez bien le spectre des fonds d'investissement que nous avons dans notre région, aussi bien en termes de taille que de stratégie d'investissement. Je vais de ce pas les inviter à se présenter et nous pourrons ensuite lancer les échanges. Merci. Merci Jean-Michel. Je suis Brice Lodunjon. Je suis directeur associé au sein du Africa 50 Infrastructure Acceleration Fund, qui est un fonds qui a été lancé il y a 2 ans par la plateforme Africa 50 dédiée au financement des infrastructures sur le continent. Donc, fonds d'à peu près 300 millions de dollars à l'heure où je vous parle, avec 4 secteurs cibles principaux: l'énergie, l'eau, l'assainissement, le transport, la logistique et les secteurs digitaux et sociaux. Personnellement, je travaille chez Africa 50 depuis bientôt 2 ans, et avant ça, j'ai passé une vingtaine d'années chez un autre gérant de fonds d'investissement, Emerging Capital Partners, qui est présent dans cette région. Merci. Merci Brice. Je suis Djibril Doumia, directeur général de Komoé Capital, qui est le premier fonds d'investissement impact immatriculé en Côte d'Ivoire. On a la spécificité d'être l'acteur qui va s'intéresser à la petite PME. Donc on va regarder des sociétés qui ont des besoins de financement et d'accompagnement qui vont aller de 100 millions de francs CFA, donc environ 150 000 euros, jusqu'à 750 000 euros, avec un apport minoritaire et surtout beaucoup d'accompagnement opérationnel, puisque bon, c'est le propre de ces sociétés d'avoir ce type de besoin. On a un fonds généraliste, même si, on va dire, par expérience, les gros secteurs d'activité sur lesquels on intervient, ça va être l'éducation, la santé et tout ce qui est agro-industrie. Voilà. On existe depuis 2018 et voilà, on a à peu près, on essaie de faire 2 à 3 dossiers par an, ce qui est quand même beaucoup pour un fonds. Voilà. Avant ça, j'ai fait une quinzaine d'années d'expérience dans la gestion d'actifs et dans le capital investissement, à la fois sur le continent africain et puis à Paris. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Youssouf Koné, directeur d'investissement chez Africa Invest. Alors, Africa Invest, c'est un fonds d'investissement qui existe depuis un peu plus de 30 ans maintenant. Et en fait, nous, on se définit comme une plateforme dans ce sens qu'on gère plusieurs familles de fonds. On gère des fonds généralistes, on gère des fonds thématiques
Dans les fonds thématiques, on peut avoir des fonds dédiés à la fintech, on a des fonds de dette, on a des fonds dédiés à la santé. Voilà, donc, et nous avons, au cours de ces 30 années, déployé plus de 2 milliards de dollars sur le continent. Et aujourd'hui, nous sommes capables, à travers nos différentes stratégies, d'investir à partir de 3 millions d'euros jusqu'à 100 millions d'euros en co-investissement avec nos LPs. Donc voilà, donc nous sommes présents en Côte d'Ivoire et nous couvrons à partir de la Côte d'Ivoire l'Afrique francophone. Et nous avons bien sûr des bureaux à l'échelle africaine, puisque nous sommes basés au Kenya, au Nigeria, en Afrique du Nord, à Paris, avec une initiative aussi cross-border que nous avons, et une équipe à Maurice. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Donc, ainsi présenter nos panélistes. Comme je vous ai annoncé, nous avons vraiment une belle brochette de gestionnaires de fonds qui couvrent vraiment tout le spectre des fonds d'investissement. Donc, vous avez vu les différentes tailles, fonds infra, fonds à impact et fonds de financement de la croissance. Je vais commencer avec Youssouf. Comment est-ce que, pour vous, la gouvernance peut être un vrai levier de création de valeur au sein des sociétés dans lesquelles vous investissez? Et quels sont les principaux critères que vous prenez en compte dans l'évaluation de la gouvernance des entreprises? Merci Jean-Michel. Alors pour nous, effectivement, nous on se définit chez Africa Invest, et je pense comme la plupart des fonds qui sont présents, on se définit comme des investisseurs hands-on, c'est-à-dire qu'on va avoir une approche aux côtés du management. On va essayer d'être là aux côtés de lui, l'accompagner dans le développement, dans la prise de décision, dans la stratégie. Et en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est au-delà de l'apport en capital, nous allons apporter cette création de valeur. Cette création de valeur peut se faire à partir de la gouvernance, sur des aspects liés à l'INS, et aussi sur des aspects, bien sûr, financiers, growth, qui peuvent être soit de la croissance externe ou de la croissance interne. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la gouvernance. Pour nous, la gouvernance, effectivement, c'est quelque chose qu'on apporte et qu'on met en avant. Je pense que quand on était tous petits, il y a ceux qui étaient en Côte d'Ivoire, en tout cas, il y a un refrain qui disait améliorer la bonne gouvernance, que ce soit au niveau de nos institutions publiques, que ce soit au niveau de nos entreprises. Et en fait, je pense qu'on ne comprenait pas très bien ce que ça voulait dire. Et en réalité, la gouvernance d'une entreprise, c'est quelque chose qui va vraiment créer de la valeur. Moi, je m'en suis rendu compte personnellement quand j'ai démarré le private equity en Afrique et que je me suis rendu compte de sociétés qui avaient du mal à être cédées, alors qu'en fait, le business est là, les hommes sont là, le marché est là. Et en réalité, cette société elle met 3 ans à être vendue avec des TRI qui sont forcément impactés, avec des décotes sur le prix, tout simplement parce que nous n'avons pas les mécanismes qu'il faut en face. Par mécanisme, j'entends par là une prise de décision séparée, une prise de décision uniforme, avec des boards et des instances qui fonctionnent, avec des reportings qui marchent, avec une qualité d'information qui est présente. Et effectivement, quand on arrive à ce niveau et qu'on arrive à le quantifier, une société qui vaut par exemple 100 millions et qui se prend une décote d'illiquidité parce qu'elle n'a pas ce qu'il faut comme gouvernance, on se rend compte tout de suite de l'impact que ça a, cette gouvernance. Et c'est ce que nous, fonds d'investissement, et en particulier Africa Invest, au quotidien, nous essayons d'apporter. Qu'est-ce qu'on va faire pour répondre à la deuxième partie de la question? Qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer cette gouvernance et quels critères nous allons regarder? Nous allons regarder, et ça va dépendre aussi du niveau de maturité de l'entreprise. Comme on disait, nous avons la capacité aujourd'hui d'investir auprès d'une PME, tout comme une grande entreprise. Sur la PME, nous n'avons pas les mêmes besoins en termes de gouvernance qu'une grande entreprise. Une PME est souvent familiale, avec un dirigeant qui est tout puissant, ou alors un conseil de famille. Donc ce qu'on va essayer de voir, c'est est-ce que nous avons au moins une gouvernance qui est en place? Est-ce qu'il y a des instances? Est-ce qu'il y a des conseils qui fonctionnent, un conseil de famille quand il s'agit d'une famille? Ou alors est-ce que les décisions sont prises unilatéralement par un CEO tout-puissant, ou alors lors de déjeuners de famille, comme on peut voir? Effectivement, c'est des réalités. Donc ça, c'est la première chose qu'on va essayer de voir. Donc est-ce qu'il y a un board actif? Et ensuite, nous allons regarder, est-ce qu'il y a des reportings en place? Qu'est-ce qui est mis en place en termes de reporting, de qualité d'information? Et au-delà de ça,
on va aller chercher à voir qu'est-ce qui s'est passé un peu dans l'antériorité de cette société. Et c'est là où c'est important de rappeler que nous faisons des métiers d'hommes, des métiers, c'est vrai qu'il y a beaucoup de technicalité, nous allons faire des due diligence pour essayer d'identifier les gaps, mais à la fin, nous sommes des métiers relationnels. Donc c'est important que pendant cette longue phase de la période pré-investissement de 4 mois à 6 mois, nous puissions avoir un certain nombre d'échanges avec les dirigeants pour se rendre compte de plusieurs choses. De sa manière, par exemple, de traiter les stakeholders, de traiter des sujets, et qui permettent d'avoir quelques éléments sur comment ça va se passer. Comment est-ce qu'on traite un salarié, comment on traite une grève, comment on traite en fait un conflit avec un partenaire financier. Et en fait, toute cette phase de pré-due diligence va nous permettre de pouvoir nous rendre compte de comment cette personne aborde ces sujets-là. Et pour nous, c'est très, très important. Et c'est quelque chose qu'on va prendre en compte dans l'appréciation de la qualité de la gouvernance et du management de la société. Et c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez souvent. Bien sûr, pendant la phase de due diligence, nous allons faire une revue poussée de ce qui est en place. Nous allons essayer de mettre en place un plan d'action qui va couvrir à la fois les aspects humains, RH, identifier les gaps, savoir si effectivement nous avons un one-man show, est-ce que la personne est ouverte à ce que nous allons lui proposer. Et voilà un peu comment nous allons apprécier, sans avoir à faire forcément une analyse fine, mais comment nous allons apprécier ce qui est en place, surtout quand il s'agit d'une PME. Quand il s'agit d'une société régulée, parce qu'on investit aussi dans des banques où nous avons des organes qui fonctionnent, qui sont imposés par le régulateur, ce que nous allons essayer de faire, c'est est-ce que nous avons un board qui fonctionne pareil? Est-ce que les instances que nous avons mises en place ne sont pas que des instances sur papier? Est-ce que nous avons dans cette société un board pack qui a été partagé avant? Est-ce que ces instances-là tout simplement sont consultées pour les décisions importantes? Donc nous allons essayer d'apprécier cela, savoir est-ce que ce qui est censé être mis en place est bien mis en place? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que nous avons des rapports d'audit et des documents de gouvernance qui sont bien établis et à disposition de la société? Voilà comment est-ce qu'on va aborder ces sujets régulés. Pardon, j'ai été peut-être un peu long. Merci Youssouf. Merci pour cette contribution. Il y a une notion que tu as mentionnée qui m'intéresse, c'est le niveau de maturité de l'entreprise. Et ça tombe bien, on a au niveau de ce panel Djibril, qui intervient généralement sur des entreprises, c'est un fonds impact, donc qui intervient sur des entreprises qui sont de taille relativement petite ou moyenne. Donc, il serait intéressant aussi de voir avec toi quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés en matière de gouvernance dans les entreprises dans lesquelles vous avez investi. Merci Jean-Michel. Effectivement, voilà, c'est une question qui s'aborde selon la taille de la société à laquelle on a affaire. Pour nous, les sociétés en général qu'on rencontre, en général, dès le premier contact avec l'entrepreneur ou les dirigeants d'entreprise, dans la grande majorité des cas, il n'y a pas d'organe de gouvernance. Il faut que ça soit clair. Il n'y a pas d'organe de gouvernance. Et clairement, nous, pour l'essentiel, de quoi il va s'agir dans la phase pré-investissement, la question qu'on va se poser, au-delà des aspects économiques et financiers, des aspects de marché, de stratégie, c'est ça, la question qu'on va se poser, est-ce qu'on peut faire confiance à l'entrepreneur ou au dirigeant? C'est à ça que ça va se résumer. Voilà. Est-ce qu'on peut établir une relation de confiance? Est-ce que c'est des gens avec qui on peut travailler dans le futur? Comme on dit au sein de notre équipe, dans le métier qu'on fait, il y a deux parties. La première partie, avant l'investissement, on essaie d'imaginer les problèmes qu'on aura à résoudre. Voilà. J'ai failli dire que c'est la partie la plus simple. Maintenant, la deuxième partie, une fois qu'on a mis le pied dans la société, maintenant, il faut régler les problèmes, résoudre les problèmes auxquels on est en face. Donc, pour nous, une fois qu'on a établi cette relation de confiance avec l'entrepreneur, en général, comme tu le disais, qui est un one-man show pour les petites sociétés,
ou quand il a un board restreint ou un middle management. Mais ça, c'est excessivement rare. Voilà. On a établi cette relation de confiance. On va vers un partenariat qui va nous permettre, nous, in fine, de mettre progressivement en place ces organes de gouvernance à travers un comité stratégique, à travers une modification des statuts de la société, parce que les sociétés auxquelles en général on a affaire, c'est des SRL. On va les basculer en société anonyme, en société par action simplifiée, et mettre en place un comité stratégique avec des réunions périodiques assez fréquentes dès le début, qui peuvent être à minima mensuelles. Et au fur et à mesure, on participe à transformer le prospect, voilà, dans lequel on a mis les pieds, à quelque chose qui se rapproche plus d'une gouvernance formalisée. Voilà. On est conscient que ces entreprises, au départ, ne sont pas prêtes à recevoir de l'investissement equity. C'est quelque chose dont on est conscient et qu'on accepte, mais c'est dans notre mandat d'aider ces entreprises à se transformer et à se préparer à recevoir à la fois du financement commercial equity et recevoir un peu plus tard aussi du gros financement bancaire. Voilà. Donc c'est l'effort que nous on fait pour aider ces entreprises-là à se transformer, mais cet effort, il n'est possible que dès le départ, s'il y a une relation de confiance, sinon ça ne marchera pas. Merci Djibril. On va peut-être écouter également Cyril pour voir comment est-ce que ça se fait au niveau des fonds qu'il gère. Alors, moi, j'ai une perspective un peu différente, c'est la perspective de la grande entreprise mature qui est déjà bien structurée, qui a peut-être déjà passé par un cycle d'investissement par un fonds d'investissement, qui a un fonctionnement, on va dire, assez normé. Et là, les vrais défis qu'on peut avoir sont des défis de, je dirais, gestion de la performance humaine, c'est-à-dire que comment on fait pour être sûr que le management il est aligné avec les actionnaires, comment est-ce qu'on arrive à partager les fruits de la croissance, parce qu'en général, on pense que les actionnaires doivent tout recevoir, mais lorsque ça se passe bien, il est utile d'avoir le management aussi qui bénéficie. Donc ça, c'est des sujets qui sont parfois un peu délicats, parce que on a souvent parfois affaire à des fondateurs qui considèrent que un dirigeant, il a son salaire, c'est tout. Et donc c'est vrai nous actionnaires, on aimerait bien être sûr que les gens qui sont aux responsabilités aient un petit bout de l'entreprise. Ça permet de s'assurer qu'on a un meilleur alignement. Et ça, c'est pas toujours facile à mettre en œuvre. Et donc, mais c'est des sujets sur lesquels on pousse de plus en plus parce qu'on croit que c'est comme ça que ça se fait dans les marchés développés et il y a de la place pour faire ça dans nos marchés. Les autres sujets les autres défis, sujets qu'on voit souvent, c'est des questions de divergence, conflit d'intérêts, divergence d'horizon d'investissement, des gens qui sont là plus longtemps, entre le fondateur qui voilà, n'est pas forcément ouvert ou en tout cas qui ne collabore pas souvent pour faciliter la rotation d'investisseurs. Et puis le dernier sujet sur lequel on a été confronté, c'est la gestion des crises. Parce que bon, quand tout va bien, c'est facile. Quand c'est plus compliqué, il y a le facteur humain, il y a des fraudes, il y a la sous-performance. Là, ça devient plus difficile parce que la décision pour un conseil d'administration de dire que le dirigeant qui est à la tête de la société n'est plus la bonne personne, c'est une décision qui est difficile. Et c'est vrai que dans notre culture un peu francophone, on a la main un peu lente sur ces sujets-là, mais parfois il faut en guillemets trancher dans le vif. Et ça, c'est très difficile à faire. De dire je me sépare de quelqu'un qui était là au début, mais visiblement qui n'a plus assez de jus ou qui ne fait pas l'affaire. Et puis choisir quelqu'un d'autre avec les possibilités d'erreurs de casting, des gens qui viennent. Donc ça, c'est vraiment des sujets de gestion de la performance qui sont l'autre gros défi. Une fois que l'information qui est nécessaire, elle est communiquée au conseil d'administration, le conseil fonctionne. Maintenant, on regarde les reportings, on tire des conclusions. Quand c'est bien, on applaudit, c'est très bien. Mais quand ça marche moins bien, les autres décisions qu'il faut arriver à prendre, c'est celle-là qui constitue le vrai test d'une gouvernance qui fonctionne. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir prendre les dirigeants, les managers qui servent le mieux les intérêts des actionnaires. Tu as dit quelque chose de très intéressant. Quand tout va bien, c'est facile, mais on le sait tous,
peut-être bon nombre d'entre nous dans la salle ici, tout ne va pas toujours bien. Donc, je voudrais savoir un peu comment est-ce que vous gérez les conflits potentiels que vous pouvez avoir ou que vous avez eu. Et sur cette question-là, je vais vraiment vous demander d'être très spécifique dans la mesure du possible, parce que je pense que notre assistance a envie d'entendre des cas un peu plus précis. Comment est-ce que vous gérez les potentiels conflits avec soit les dirigeants des entreprises dans lesquelles vous avez investi ou les fondateurs même de ces entreprises? Youssouf? Merci Jean-Michel. Comment on gère ces conflits? C'est vrai qu'être spécifique, ça va être un peu compliqué, on va essayer. En réalité, il y a deux phases. Il y a la phase avant et comment est-ce qu'on peut les prévenir, ces conflits. Donc on va le faire au moment, comme je disais tout à l'heure, de la phase pré-investissement. Donc bien sûr, on aura cette phase où on va échanger avec le sponsor, on va essayer d'identifier, comme je disais tout à l'heure, les précédents gaps qu'il y a eu, les précédents conflits qu'il y a pu avoir, et nous allons essayer de les refléter, et ça va être un élément de décision d'investissement ou pas. Donc ça, c'est la première barrière qu'on va mettre. La deuxième barrière va être dans la rédaction du pacte et dans la négociation des décisions importantes et de la manière dont nous pouvons gérer ces conflits. Donc nous allons faire attention à ce moment-là à différentes négociations qu'ils peuvent avoir. Par exemple, pour les professionnels, savent qu'en cas de défaut, nous avons des clauses qui nous permettent de pouvoir accélérer les sorties avec des conditions punitives. Il y a des éléments qui donnent quand même des sensations par rapport à ce qui va se passer. Quand il y a de très fortes résistances ou de très très fortes négociations sur ces points, nous, personnellement, on se dit, quand on commence à négocier, le fait que ça ne se passe pas mal avant que ça se passe, c'est comme si quelqu'un est en train de pleurer avant qu'on le frappe. Et donc, dans ce cas-là, on se dit, attention, il faut qu'on fasse attention. Donc, il y a cette première barrière. Ensuite, quand nous sommes à l'intérieur, comme tu disais, on peut pas, les conflits peuvent arriver. La première chose qu'on va faire, vraiment, c'est d'éviter les conflits. C'est jamais bon pour le business. On sait très bien qu'un conflit entre actionnaires, c'est terrible pour une société. Donc, dans le cadre de ces conflits, quand ça se présente, la première chose qu'on va faire, on va aller chercher l'intérêt de la société d'abord. On va essayer d'aligner l'intérêt de la société au nôtre. Donc, on va aller chercher à défendre l'intérêt sociétal, parce que la société ne nous appartient pas, elle appartient aussi à son personnel. Donc nous allons rentrer dans des phases de négociation pour éviter essayer de le remédier au plus tôt. Maintenant, il y a des fois où, et surtout quand nous sommes minoritaires, il y a des fois où nous n'arrivons pas à le faire et nous sommes face à un point bloquant. On ne peut pas non plus éterniser. Dans ces cas-là, on n'a pas d'autre choix que d'accélérer la sortie, parce que nous avons aussi une responsabilité fiduciaire auprès des LP qui nous ont confié cet argent qu'on doit investir. Donc il y a des fois, nous n'avons pas le choix, nous sommes obligés d'activer les voies de sortie anticipées pour préserver autant que se peut cet argent qui nous a été confié, et on n'a pas d'autre choix que de le faire. Maintenant, pour être spécifique, les conflits peuvent... Je pense que Brice l'a dit, les conflits peuvent être sur des désalignements en termes de stratégie, sur le non-respect, par exemple, d'engagements clés en termes de contraction de prêts, donc de souscription à des engagements au-delà de ce qui a été permis par les pactes. Et effectivement, dans ces cas-là, nous allons essayer d'apprécier, et ça nous est arrivé, d'apprécier en fait. Même si nous avons le droit de sortir là directement, nous allons essayer d'apprécier le rationnel derrière ce breach. Ça, c'est la première chose qu'on va faire. Et si jamais le prêt qui a été pris, par exemple, dans le cas dont je parle, fait partie de la croissance de la société et qu'il s'agit ne serait-ce que d'un manque d'information, un manque de partage d'informations, dans ce cas-là, ce qu'on fait, on va lever la main en disant il faut que les instances soient respectées, avec un avertissement, pour que les prochaines fois, nous respectons nos textes qui nous gouvernent et ne pas que ce soit une habitude. Et dans le cas où, effectivement, il y a une volonté de mal faire, dans ce cas-là, on va appliquer les dispositions du pacte, toujours en essayant de préserver la relation et la société. Merci Youssouf. Djibril, lorsque tu présentais déjà Komoé Capital et lorsque tu es intervenu sur la première question, tu as dit que l'un des défis pour vous, c'est que c'est des entreprises qui généralement n'ont pas des organes de gouvernance mis en place.
vous essayez autant que faire se peut de les amener à mieux se structurer. Mais dans ce cadre-là, comment est-ce que vous gérez les conflits dans cet environnement qui peut être soit pas formalisé du tout ou justement peut-être un peu formalisé seulement? Comment est-ce que vous faites? Il y a l'aspect défensif que Koné a cité tout de suite avec tout l'arsenal juridique qui permet de se protéger, d'activer des clauses de sortie forcée, ainsi de suite. Voilà. Bon, là aussi également, voilà. Et on le fait bien lié par l'entrepreneur. Nous est même arrivé dans certaines situations parce que bon, c'est des sujets qui sont quand même assez techniques et qui ne sont pas forcément accessibles au type d'entrepreneur qu'on accompagne. Nous est même arrivé parfois de payer des avocats voilà, pour faire des séances de formation et d'explication des différentes clauses des pactes d'actionnaires à des entrepreneurs qu'on souhaitait accompagner. Voilà. On laisse l'entrepreneur choisir son avocat et nous, on supporte via une assistance technique ce type de mise à niveau. Parce que ce que nous, on recherche à la fin, c'est que la décision qui soit prise par l'entrepreneur de travailler avec nous soit une décision informée. Voilà. Et bon, donc, on essaie de se protéger avec ça, mais je l'ai dit, dans la relation avec l'entrepreneur, on ne peut pas toujours lui jeter le pacte d'actionnaire à la figure. Voilà. Et en général, beaucoup de conflits interviennent dans les situations où il y a ce qu'on appelle des situations de stress, où l'entreprise est mise à l'épreuve parce que bon, le projet qu'on finançait peut-être se multiplie par 2. Donc voilà, l'équilibre du actif-passif n'est plus forcément assuré. Et quand on regarde la maturité de nos investissements, même si nous on a un fonds evergreen, on a beaucoup plus de flexibilité, mais on a quand même un horizon cible de sortie. Et les choses ne sont plus tenables à 5 ou 6 ans. Voilà. Et donc là, maintenant, on va dire c'est du relationnel humain. Et ce qu'on essaie de faire dans tous les cas, c'est de ne pas éviter les problèmes. D'aborder les problèmes, pardon. C'est-à-dire qu'il faut poser le problème. On essaie de poser le problème sur la table et de discuter des choses de façon franche et courtoise. Voilà. De façon sincère et courtoise, on essaie de poser le problème sur la table. Maintenant, après, on essaie de trouver un compromis qui va aller dans le sens de l'intérêt, comme Koné l'a dit, dans le sens de l'intérêt général de la société. Qu'est-ce qui profite à la société? Parce que c'est le dénominateur commun entre toutes les parties qui sont autour de la table. Voilà. Ce qui profite à la société profite à tous. Et après, quand c'est... Bon, ça ne nous avait pas arrivé très souvent, mais quand c'est des clauses... Bon, là, on va dire que je fais un peu du management fiction, mais s'il arrivait des choses qui soient vraiment très fâcheuses et qui touchent à la probité, en ce moment-là, on pourrait activer ces clauses en général du pacte. Mais pour mettre un aspect beaucoup plus concret sur ces choses-là, pour en terminer, pour ne pas monopoliser la parole, il y a beaucoup de sujets aussi qui vont revenir sur beaucoup de potentiels conflits qui vont revenir sur les sujets RH parce que l'entrepreneur qui a fait progresser sa société jusqu'à ce qu'on le rencontre, en fait, autour de lui, parfois, il y a des gens de la famille, il y a des amis, et à un moment donné, qui ne sont pas forcément alignés avec la trajectoire que veut prendre la nouvelle société. Et là, en ce moment-là, il y a des décisions fortes qu'il faut prendre et qui ne sont pas faciles à prendre puisque ça touche à des sujets à la fois personnels et professionnels. Et c'est là qu'il faut essayer de mettre en avant beaucoup de diplomatie et puis essayer de négocier des plans de départ, voilà, pour mettre une approche sociale, mais en préservant le côté business et des objectifs à atteindre qui, in fine, sont dans l'intérêt de tous. Voilà. Merci. Je note de vos contributions à Youssouf et toi l'importance du facteur humain. En revenant à Cyril, dans ta longue expérience d'investissement dans des grandes entreprises, quelles sont certaines des décisions difficiles que vous avez eu à prendre quelquefois dans certaines entreprises, dues peut-être à des... Djibril en a parlé, potentielle malversation ou conflit entre actionnaires.
Alors, peut-être un mot sur les conflits d'intérêts. Je pense que nous, fondamentalement, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut mesurer la taille du conflit par rapport à la taille du gâteau, entre guillemets. C'est-à-dire que vous investissez dans une société où le fondateur, actionnaire majoritaire, il loue des bureaux à la société. Bon, ça peut arriver. Si le loyer il est dans le marché, bon, pourquoi pas. Donc, si vous êtes dans une société où il y a le fondateur qui a une de ces autres sociétés dans laquelle vous n'êtes pas, qui fournit des services à la société, ça peut arriver. Il faut voir comment est-ce qu'il facture. Donc, il faut essayer de comprendre, être sûr qu'on n'est pas dans le noir. Je pense que le plus important, c'est s'assurer qu'il y a, on va dire, un flux qui n'est pas partagé équitablement, mais au moins vous avez la taille de la perte. Parce que le pire, c'est de ne pas pouvoir la quantifier, ce qui crée une petite crise de confiance. Donc je pense que de manière générale, on considère que plus c'est transparent, plus on est capable d'expliquer, et puis peut-être qu'on peut vivre avec. Maintenant, après, sur les conflits d'intérêts ponctuels, bon, on discute. Je pense qu'on est toujours... si on est en gens raisonnables, on peut toujours trouver des voies de médiation pour ne pas activer la bombe nucléaire, comme Youssouf le disait, chercher à sortir parce que les gens ne sont pas raisonnables. Donc, ça fait partie de la vie. Je pense que les entrepreneurs qui ont longtemps géré leur entreprise seuls ont pris parfois certaines habitudes. Et le fait d'institutionnaliser la société... un processus long et donc ça prend le temps, il faut faire preuve probablement de pédagogie. Sur les décisions difficiles, je reviens toujours à ce que je dis, ça reste quand même des questions le facteur humain, c'est-à-dire que est-ce qu'on est capable de se séparer des mauvaises personnes lorsque on n'a pas la performance, on s'est retrouvé dans une situation où on n'avait pas le bon manager et on a dû détacher des collègues qui n'étaient pas forcément préparés, mais au moins en qui on avait toute notre confiance pour essayer d'aller servir comme directeur général par intérim, pour être sûr que pendant une période transitoire, on avait quelqu'un en interne qui était capable de garder la société, enfin de diriger la société dans une période trouble. Parce que trouver un bon directeur général, c'est pas si facile que ça. Donc, je crois que ça fait partie, pour moi, des plus gros enjeux qu'on a dans nos environnements. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé de probité. Bon, l'intégrité aussi, c'est un sujet qui revient. Bon, je pense que... je ne vais pas citer de secteur, mais aujourd'hui, quand on regarde les services financiers, il y a quand même beaucoup de sujets d'intégrité qui sont un vrai problème. C'est-à-dire qu'on a des collaborateurs et puis... on essaie de se dire qu'on met toutes les conditions en termes de rémunération, d'alignement, tout ça. Et puis il y a des comportements qui ne sont pas au service des institutions. Donc ça, pour moi, ça devient des sujets. Et c'est vrai que parfois on se dit, bien, si on se sépare de quelqu'un rapidement, ça va coûter de l'argent. Mais bon, si on ne se sépare pas vite, ça va coûter encore plus cher. Donc ça, c'est... Pour moi, c'est l'un des grands challenges qu'on a, c'est on regarde une société, on regarde le BP, on regarde le marché, on regarde l'actif industriel, on coche toutes les cases. Maintenant, il faut l'équipe A pour exécuter le plan. Et malheureusement, quand l'équipe A n'est pas bonne, il faut la changer. Et bon, pas facile à faire toujours. Merci Cyril, merci à vous. Donc, moi, je note de vos différentes contributions que les sujets de gouvernance sont très, très importants pour les entreprises, mais encore plus même pour les fonds d'investissement que nous sommes. Ils s'appliquent à tous les fonds, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit l'investissement que nous réalisons. Il est important d'évaluer le degré des mécanismes de gouvernance qui sont mis en place dans l'entreprise avant même de faire l'investissement, parce que ça nous donne une idée de ce qu'on va retrouver lorsqu'on sera à l'intérieur, de ce qu'on aura à changer et comment est-ce qu'on va le changer. Également, le facteur humain qui est très important, et là j'insiste encore, quelle que soit la taille de l'entreprise, qu'on soit un fonds impact ou un fonds infra, le facteur humain est très important, et également la gestion des conflits
doit se faire toujours dans l'intérêt premier de l'entreprise, préserver la solidité et la performance de l'entreprise. À ce stade, je voudrais également inviter les questions du public, parce que je suis sûr qu'il y a les membres de l'assistance qui ont également des sujets à soulever à ce niveau. Je ne sais pas comment est-ce que ça se passe. Il y a un micro qui... OK, merci. Je pense qu'il y a un intervenant de ce côté. Bonjour, chers panélistes. Je réponds au nom de Nguessan Niavio Jocelyn, étudiant en licence 3 de la finance à l'Institut universitaire d'Abidjan. Ma question au niveau de la phase, comme vous avez dû aborder plus ou moins la phase pré-investissement, et je crois bien l'intervention était plus ou moins là, à savoir les conflits, plus ou moins les choses à régler avant même d'investir dans, disons, l'entreprise. Maintenant, j'aimerais savoir, en ce qui concerne la phase post-investissement, est-ce que vous pouvez nous dire plus ou moins qu'est-ce qui va se passer au niveau de la phase post-investissement? Parce qu'il s'agit bien de la phase pré-investissement que plus ou moins vous avez abordée. Donc, j'aimerais plus ou moins avoir certaines notions dessus. OK. Donc, comment est-ce que les sujets de gouvernance sont gérés post-investissement? Merci, c'est ça. OK. Youssouf, tu veux prendre cette question? Alors, une fois que nous rentrons dans une société, comme on disait tout à l'heure, on va mettre en place plusieurs organes de décision. Par exemple, je pense que Djibril l'a dit tout à l'heure, on va mettre en place un board qui va refléter... Un conseil. Un conseil d'administration et des comités spécialisés. Donc, dans ces comités, on va avoir à minima un comité stratégique. Ce comité stratégique va être celui qui va répondre et qui va... traiter tous les sujets d'ordre stratégique de la société, et on va faire en sorte que ce comité puisse se réunir au moins 2 ou 3 fois par an. Dans certains cas, nous allons avoir également un comité d'audit qui va s'assurer, bien sûr, que tout le process d'audit est mis en place. Et derrière, nous allons mettre en place un reporting pour améliorer la qualité de l'information financière. Ce reporting, on va avoir un certain niveau de détail, incluant des chiffres, des KPIs et aussi une périodicité. La périodicité va être, par exemple, un reporting complet trimestriel, un reporting, enfin, une réunion du conseil d'administration tous les 6 mois. Donc voilà comment est-ce qu'on va aborder ces sujets. Après, il y a un autre aspect, et j'aime bien la question, parce qu'il permet de nous rappeler aussi, encore une fois, le côté humain. Le côté humain n'est pas qu'avant. Parce qu'au moment où on investit, nous, on va avoir ce qu'on appelle un close monitoring, un suivi proche de la société, et pas dans une logique d'audit. C'est-à-dire qu'on va aller voir la société, on va essayer de comprendre comment ça se passe et essayer d'aider le sponsor à régler des problèmes qui sont des problèmes liés à la société. De temps en temps, on peut faire du conseil matrimonial, du conseil familial. C'est vrai, le gars, plein de choses peuvent impacter la croissance d'une entreprise. Donc, de temps en temps, et on le voit beaucoup dans les sociétés familiales, on peut régler des conflits qui permettent, in fine, et on l'a fait, de jouer le rôle de troisième homme dans le cadre d'une succession. Donc, en fait, ce close monitoring-là permet de pouvoir anticiper et régler quelques sujets de gouvernance. À la fin, il y a cette intelligence relationnelle, il y a ces pratiques, market practices, il y a cette intelligence relationnelle qu'il faut avoir, et aussi, à la fin, il y a une intelligence business qu'il faut avoir aussi. Je donne un exemple. On a investi dans une holding, et au final, on se rend compte que notre investissement devient junior par rapport à plein de dettes qui sont en train d'être prises à un niveau inférieur. Ce qui met en fait en difficulté notre investissement là-haut. À ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on bloque le développement en bas ou pas? Donc, on peut être amené à être assez intelligent et revenir en fait à nos conseils, et pourquoi pas envisager par exemple de swapper, enfin de descendre d'un niveau, de ne plus être au niveau de la holding, mais de choisir un investissement en bas, par exemple au niveau d'une des entités où on va avoir un peu plus de contrôle. Donc il y a ces aspects-là qui vont être propres aux chargés ou aux directeurs d'investissement que nous sommes, afin qu'on puisse en fait anticiper, comprendre et puis prévenir tous ces sujets. Et c'est comme ça qu'on évite, ce qu'on appelle éviter les conflits. C'est plutôt essayer de trouver des solutions pour les résoudre pendant la période d'investissement. Voilà.
Merci Djibril. Donc, je pense que... pardon, tu veux c'est bon? Ok, pas de problème. Je pense qu'il y a des questions ici également. Ah. Allons-y. Bonjour, je suis M. Adiou Kofi Eric, je suis DAF au Fonds de garantie automobile. Je dis merci aux panélistes qui nous ont beaucoup appris, mais j'ai deux petites préoccupations à leur endroit. La première préoccupation, il s'agit de la période pré-investissement où les investisseurs viennent mener toutes les études et font tous les checks qu'il faut. La société est évaluée et puis go, vous investissez. Au bout d'un certain moment, on s'en rend compte que nous n'avons pas maîtrisé certains aléas. Par exemple, au niveau politique, les aléas climatiques. Voilà, dans ces cas, je prends l'exemple de l'Ukraine, par exemple. S'il arrivait qu'on avait investi dans une société en Ukraine avec tout ce que nous vivons aujourd'hui, en tant que fonds d'investissement, est-ce que vous prévoyez ces aspects dans l'évaluation? Ou c'est vrai, on évalue une société, on voit qu'il y a un marché en vue, on s'en va. Et au finish, une fois qu'on rentre dans le capital, tout est mis en place et puis pouf, on s'en rend compte que le marché visé n'est pas conquis. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième, tout investisseur vient dans l'objectif de se faire du cash, des intérêts. Bon, depuis tous les panels que nous assistons, on n'en parle pas trop. D'accord. Nous, on prend note. Il peut arriver des cas où l'investisseur met son argent, mais tout à l'heure, dans les interventions, on a parlé d'une sortie anticipée. Quand la sortie anticipée a lieu, comment vous faites en tant qu'investisseur? Parce que vous n'allez pas nous dire que vous n'avez pas eu ces gens de cas aussi. Ces cas arrivent où on investit et on investit à perte. Comment vous faites? Ce sont mes deux préoccupations. Merci. Avant de donner la parole aux panélistes, sur la question de l'argent, on n'en parle pas beaucoup, c'est parce que tout le monde sait que c'est ce qu'on cherche, donc il n'y a pas besoin d'en parler. Je vais laisser la parole Djibril, Cyril. Oui. Oui. OK. Je pense que sur les aléas, je dirais qu'il y a une organisation standard qu'on va mettre en place en se disant, bon, on a investi dans une société, peut-être qu'on a détecté dans les investigations pré-investissement une faiblesse dans tel ou tel domaine, donc on considère qu'il doit y avoir un comité spécifique du conseil d'administration qui doit prendre en main le suivi de ces sujets-là. Si on dit que ce sont des sujets RH, avoir un comité RH. Si on dit que ce sont des sujets audit, ça va être le comité d'audit. Si on dit que ce sont des sujets éthiques, on va créer un comité éthique. Si on dit que c'est un sujet stratégique, comme Youssouf le mentionnait, on va créer un... Et donc, suivant l'actualité, on peut décider qu'on va créer un sous-organe de gouvernance pour prendre en main la problématique à laquelle on est confronté. Si on dit on était parti pour faire un marché, réaliser un marché et que le marché a disparu, peut-être qu'on va créer un comité ad hoc commercial qui va être en suivi rapproché de toutes les opportunités de la prospection commerciale, de comment est-ce qu'on arrive à remplacer ce marché-là. Si on considère que la société est en train de faire un grand chantier de l'usine ou je ne sais trop, ben on va dire bon, on va faire un comité ad hoc en charge du suivi de la construction pour regarder les rapports du bureau d'études, du maître d'ouvrage délégué, pour être sûr qu'on est au même niveau de compréhension de tout ce qui est avancé du chantier, suivi des coûts et que sais-je. Donc, suivant
la réalité de la société et les contingences, je pense qu'on va adapter la gouvernance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les pactes, on dit bon, on va faire un conseil tous les trimestres, mais si ça nécessite qu'on se parle tous les 15 jours ou bien une fois par mois, ben, c'est très bien. On va peut-être pas se réunir physiquement, mais on va faire une réunion téléphonique. Donc cette souplesse-là, ça permet d'être sûr que on préserve de la valeur. Parce que l'idée, c'est ça. Si on n'est pas en train de gagner beaucoup d'argent, il faut essayer de s'assurer qu'on n'est pas en train d'en perdre beaucoup non plus. Donc la préservation du capital, c'est un grand enjeu aussi lorsqu'on est face à des aléas ou de l'adversité. Donc évidemment, tout à l'heure, la deuxième question portait sur qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on n'a pas d'argent, mais on essaie de préserver un peu de valeur, on essaie de se dire, bon, on investit 100, essayons de récupérer au moins 60 ou 70. Parce que bon, on a un devoir fiduciaire vis-à-vis de nos investisseurs. On gère un portefeuille, ça veut dire qu'il y a des investissements superstars où on va faire 3 fois notre argent. Peut-être que d'autres, on va faire 0. Et puis, au milieu, il faut essayer de s'assurer qu'on récupère au moins ce qu'on a mis. Donc, faire, je sais pas, 80-90% de la valeur nominale. Et puis, à la fin, le portefeuille va s'équilibrer du fait qu'on a toujours une ou deux participations superstars qui tirent le rendement du portefeuille. Donc, il n'y a pas un gérant de fonds qui va vous dire moi, j'ai fait 10 investissements et sur mes 10 investissements, j'ai réussi. C'est pas possible. Je veux dire que même un investisseur, lorsqu'il vient regarder dans votre fonds avant d'investir, vous demande bon, finalement, où est-ce que vous avez perdu de l'argent? Expliquez-moi quelles sont les leçons que vous avez retenues lorsque vous avez perdu de l'argent, parce que bon, lorsque on gagne de l'argent, tout le monde est intelligent, tout le monde est beau, mais lorsqu'on perd de l'argent, il faut être capable de comprendre où est-ce qu'il y a eu des failles et puis quelles leçons on peut en tirer pour l'avenir. Donc je pense que c'est ces sujets-là qu'on a aujourd'hui pour tous les gérants, c'est de se dire, bon, ben voilà, il y a des secteurs où on sait qu'on est plus confortable par rapport à l'attractivité. D'autres où on sait qu'on ne va pas forcément perdre notre argent, mais on ne va pas forcément gagner beaucoup d'argent. Et puis d'autres où c'est peut-être plus risqué. Donc l'idée, c'est d'avoir une construction de portefeuille qui fait qu'on va avoir le TRI cible qu'on a présenté aux investisseurs au départ. Si on dit qu'on va faire 15%, ce n'est pas la même chose que si on dit qu'on va faire 30%. Donc bon, voilà. Quelques éléments additionnels sur la question, effectivement, de savoir, qui in fine est la question des impondérables. Voilà. On fait des études, on fait beaucoup de due deal et après, ça ne se passe pas comme on l'a prévu. Voilà, l'intervenant a pris la question de l'Ukraine, on n'a même pas besoin d'aller jusqu'en Ukraine. Hein. Tout le monde a vécu ce qui s'est passé en 2019-2020, il y avait la Covid. Nous, on a, j'ai dit, l'un des secteurs dans lesquels on a le plus investi, c'est l'éducation. Et quand il y a eu la Covid, les écoles étaient fermées. On investit aussi dans l'hôtellerie. Voilà. Les écoles aussi les hôtels aussi étaient fermés. Mais ces entreprises-là, qu'on a accompagnées, 2019-2020, aucune n'a fait faillite. Voilà. Aucune s'est retrouvée aujourd'hui dans une situation où elle est en réelle difficulté financière. Et c'est là où, certes, on fait beaucoup. Nous-mêmes, entre investisseurs, on aime beaucoup, et entre membres de l'équipe de Combo Capital, on aime beaucoup se taquiner qu'à la fin, on aime régler tous les problèmes en même temps. En fait, la phase de pré-investissement, ça nous permet simplement de nous donner un certain confort pour valider certaines qualités qui sont indispensables pour pouvoir faire l'investissement. Mais on est conscient qu'on n'a pas réglé tous les problèmes et que le plus gros du travail va venir dès l'instant où on aura fait le premier chèque qui va aller à l'entrepreneur. Et c'est là où le côté résilient de l'entrepreneur et sa capacité, surtout pour les entreprises comme que nous on accompagne, où c'est un one-man show, le côté résilient et sa capacité à pivoter voilà, sont des facteurs qui sont très importants. Et donc quand ces situations-là vont arriver, ok, c'est un problème, mais nous, ce que nous, on va attendre de l'entrepreneur et là où on va le pousser, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on règle les problèmes. Parce que dans le day-to-day, la vie d'un entrepreneur, c'est régler des problèmes chaque jour. Voilà.
se lève avec des problèmes le matin, le soir, il a encore des problèmes à régler. Donc, comment la Covid est arrivée, comment il règle ces situations? Nous, on a des entreprises, par exemple, voilà, où les parents refusaient, par exemple, de payer la scolarité parce qu'il y avait une incertitude sur la Covid, sur les écoles qui allaient réouvrir ou pas, personne ne le savait. Nous, on a une entrepreneur qui a recensé les adresses géographiques de tous les parents, qui a mis un service de courrier pour aller distribuer des exercices qu'elle déposait le jour 1, le lundi, aux parents, et qu'elle récupérait le mardi ou le mercredi, transmettait à ses enseignants pour les corriger, et les ramenait encore les corrections le jeudi. Et donc, quand elle a fait ça, les parents ont commencé à payer les scolarités. Donc, en fait, devant le problème, il faut venir avec une solution. Et si on n'a pas, il faut essayer de régler à chaque fois, se poser la question, chaque fois, comme quand on a un mal de tête, donc il faut trouver la bonne aspirine pour pouvoir régler ce mal de tête. Et nous, c'est ce qu'on recherche à travers les entrepreneurs qu'on accompagne. Voilà. Je voulais un cas pratique, donc c'est pour ça que je suis allé dans les détails. Bonjour, je me présente, je suis Pamela Inoblé, je suis gérante d'hôtel à San Pedro. Donc, Monsieur Djibril m'a rassurée parce que depuis hier, je suis là, j'entends on investit dans les techs, on investit, j'ai dit mais le service dans tout ça, c'est comme si on passe inaperçu. Donc, je suis un peu plus rassurée parce que je me suis dit bon, je suis venue faire quoi là? J'ai été invitée, mais je suis bien contente parce que j'ai appris ce que c'était qu'un fonds. Pour ce que j'ai entendu avant de venir ici, on entendait que les fonds, quand ils rentrent dans ton entreprise, c'est pour te l'arracher, c'est un peu compliqué et tout ça. Là, je me rends compte que c'est pas pareil, c'est pas ça, c'est pas le cas. Nous, c'est une entreprise familiale qui existe depuis 1989. Moi, je suis déjà dans la succession, puisque c'est moi qui succède à mon père. Depuis 12 ans, cette année, que j'ai repris l'activité familiale. Donc, je suis censée le transmettre aussi à la génération qui vient. Et j'aimerais savoir, en fait, lorsque vous rentrez, on va faire un cas pratique avec moi, si demain je décidais de travailler avec un des fonds que j'ai là et qui vient dans la société, est-ce qu'il va tout chambouler? Est-ce que moi-même, il peut m'enlever en tant que responsable? Ils vont mettre quelqu'un d'autre? Parce qu'à les entendre là, vraiment, est-ce qu'ils vont prendre la peine de me former pour que je devienne cette bonne directrice que je suis censée être? Est-ce que, voilà, à quel moment, eux, ils savent qu'ils doivent changer tout le monde et puis mettre de nouvelles personnes? Est-ce qu'on prend au moins 1 an, 2 ans pour nous former? Parce que moi, je veux devenir une Wonder Woman. Je veux être la meilleure directrice d'hôtel en Côte d'Ivoire. Je veux faire même une chaîne d'hôtels. Donc, vraiment, si demain on vient me dire que non, Pamela, tu n'as pas les compétences, donc on va mettre quelqu'un d'autre. J'ai fait 12 ans, j'ai relevé une entreprise qui était en faillite. Vraiment, ça me fait mal. Donc, comment on peut gérer ça? Voilà ce que je voulais savoir. Merci. Merci beaucoup pour la question. On a bien fait de la prendre. Vas-y, Youssouf. Bonjour Pamela, merci pour la question et pour le dynamisme. Sur la première partie, on va te rassurer. Nous, par exemple, chez Afrique Invest, on a investi dans un groupe hôtelier, Azalai Hotel, pour ne pas le citer. Nous avons investi en 2016 et nous sommes encore dans Azalai. Je ne sais pas combien d'années plus tard. Par exemple, ça recoupe un peu avec la question sur les risques. En plein milieu du Covid, nous, on était arrivés en phase de sortie. Qu'est-ce qu'on a fait? On a décalé la sortie pour permettre à la société de pouvoir remonter. Et c'est ce qu'elle a fait. Azalai était très content d'être accompagné par des fonds d'investissement parce que nous les avons accompagnés dans cette gestion de crise. Nous avons identifié des poches d'assistance technique. Tous les fonds de Covid qui étaient mis en place, nous avons orienté vers le fonds. Et ce que nous avons arrêté de faire, c'est de faire d'autres investissements et de conserver les poches d'investissement que nous avons en plus pour soutenir nos sociétés en portefeuille qui étaient éprouvées. Voilà ce qu'on peut faire et voilà comment est-ce qu'on a accompagné. Nous avons également investi dans les services dans une société de logistique. Donc, il n'y a aucun souci. Nous, on est très enclin à regarder ce type de sujet. Et sur la deuxième partie de la question, je pense qu'elle est bien posée, mais en fait, en tant que minoritaire, on ne vient pas prendre des décisions à votre place. Absolument pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Dès le départ, nous allons nous mettre d'accord sur ce que nous allons faire ensemble et une vision stratégique. Voilà, qui n'est pas figée, bien entendu,
on va se mettre d'accord, ne serait-ce que sur un plan de création de valeur sur 180 jours. Parce qu'il n'y a rien de plus destructeur que d'avoir de l'argent et de ne pas savoir ce qu'on en fait. Donc nous, on va investir à vos côtés, on va identifier quels sont les axes de croissance de la société et bien sûr votre besoin de croissance. Vous allez sélectionner le fonds avec lequel vous allez travailler en fonction de son track record, de sa capacité à vous accompagner sur ces sujets, à vous apporter en fait aussi des retours d'expérience sur ce qu'ils ont vu. Je pense que tous cumulés, nous avons investi dans plus de 300-400 entreprises. Donc les sujets sont les mêmes et on peut vous aider en fait à anticiper certains sujets. Et je pense que si c'est ces craintes-là que vous avez qu'un fonds vienne et chamboule tout, je pense que ce n'est pas du tout notre métier de faire ça. Si on voulait le faire, nous allions en fait nous positionner sur un deal majoritaire, nous allons acquérir la société et mettre en place un management. Nous, on s'inscrit vraiment, en tout cas sur une logique minoritaire, on s'inscrit à côté d'un dirigeant et nous avons aussi, au moment de la sortie, des voies qui sont déjà définies. Dès le départ, vous pouvez aussi dire, voilà, on ne va pas vous mettre dehors, vous pouvez aussi dire, moi j'ai envie de sortir, et ça arrive. Moi, j'ai envie de créer de la valeur, d'améliorer la société, de la rendre encore plus belle pour la vendre dans 4 ans, dans 5 ans. Et dans ce cas-là, on est d'accord que l'objectif qu'on va mettre en place, c'est de la faire grossir, de la rendre la plus belle possible. Avec l'aide du fonds d'investissement, on va amener du financement moins cher, parce que c'est quelque chose que les fonds d'investissement apportent aussi en termes de création de valeur. Et nous allons ensemble cheminer vers cette sortie et maximiser en fait le profit pour vous et nous. Parce qu'au final, nous avons la même part d'un gâteau, et si le gâteau grossit, c'est pour tout le monde que ça grossit. Donc il n'y a pas forcément d'antagonisme entre un dirigeant et un fonds d'investissement. Cyril qui veut compléter la réponse. On va baptiser d'un nouveau prénom, Cyril. Bon. Non, moi je voulais juste revenir sur un point, c'est le caractère de transmission. C'est-à-dire que moi, je suis propriétaire de mon entreprise et puis je peux de manière légitime avoir l'ambition de dire que tiens, ben voilà, j'aimerais qu'à un moment, mes enfants, mon fils, ma fille reprennent l'entreprise. Et je pense que c'est quelque chose de totalement audible et je pense que la seule valeur ajoutée, ou enfin, si je peux dire ça comme ça, du fond, c'est qu'on va se dire, ok, c'est très bien. Nous, on respecte tout à fait l'idée que cette société-là doit rester dans la famille. Maintenant, comment est-ce qu'on peut préparer au mieux ce successeur-là, ou ce plan de succession-là? Est-ce que ça peut passer par un management externe pendant une période, dire, ben voilà, on va nommer quelqu'un qui va être DGA ou qui va transmettre un peu plus d'expérience au successeur désigné, de telle sorte que la personne qui arrive soit la mieux préparée possible pour préserver l'entreprise. Parce que ce qui serait vraiment regrettable, c'est de dire, ben, comme je suis le fils, c'est forcément moi, même si je n'ai pas les aptitudes. Mais le fait qu'un sponsor dise, moi, je veux que, à terme, ce soit un membre de ma famille qui reprenne la société ou qui soit au règne de la société. Ça s'est vu. Nous, ce n'est pas quelque chose qui nous choque. On va juste s'assurer que, est-ce qu'il y a un cheminement, une préparation dans l'entreprise, dans d'autres secteurs qu'il faut pour être sûr qu'à un moment, on est tous à l'esprit que ça va arriver. Je pense donc il n'y a pas de... on sait que les entreprises familiales, c'est un gros pan du tissu de PME de ce pays-là. Et donc, si on commence à dire ah, mais on ne veut pas, bon, il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas faire dans ce pays. Donc, je pense que ça ne doit pas être un sujet de préoccupation. Il faut juste être très clair sur le sujet dès le départ. Et après, on trouve toujours le plan d'action qui permet de mettre ça en œuvre. Merci, Brice. Je pense que on est arrivé au terme du temps qui nous est imparti. Yes. Je voudrais dire encore merci aux panélistes pour leur contribution, leurs réponses. Et merci à toute l'assistance pour l'attention. Merci.
Yeah. So please, thank you very much, Mr. Jean-Michel, for that wonderful intervention. Thank you so much, Mr. Brice. Thank you so much, Mr. Yusuf, and thank you so much, Mr. Djibril, for that wonderful intervention. I think I got to learn a lot from you people, and I know that now it doesn't necessarily mean that when you come, you're going to sack everybody, but at least you take some time to listen to us. You also take into consideration the cultural perspective. You take some time to listen to people, so it was a wonderful intervention. Thank you so much. Please, we're going to have a family picture, but in the meantime, we are going to have, just let's have a family picture. Mr. Ipo, if you can join them on stage for a family picture. So immediately after this, we're going to have two panel discussions taking place simultaneously. We're going to have one that is going to be on debt and mezzanine funds, how they do work. So this one is going to be taking place at San Pedro. So those who are interested in this discussion can just move over to San Pedro, the hall in which we were before moving here. Thank you so much. While here, we're going to continue with our discussion on digitalization of business processes for sustainable value creation. Digitalization of business processes for sustainable value creation, state of the art.